retrouve pour continuer la lecture chuchotée d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans cette magnifique édition Mina Lima avec des illustrations sublimes. Et on va voir ça dit tout de suite directement en plongeant au cœur même du chapitre 15 avec ce magnifique dessin où on voit Hermione et ses amis en train de mettre une grosse gifle, une torgnole bien méritée à Malfoy. Oui, j'ai tendance à dire Drago Malfoy au lieu de Malfoy. Je suis désolée, je vais écorcher quelques noms. J'en suis navrée. J'ai pris cette mauvaise habitude quand j'étais petite. Et il y a ses amis Crabbe et Goyle qui sont derrière. Merci beaucoup, c'est très gentil. Chapitre 15. La finale de Quidditch. Il m'a envoyé ça, dit Hermione en leur tendant la lettre. Oh, c'est vrai, on avait eu la réponse d'Hagrid. Harry l'a pris. Le parchemin sur lequel elle était écrite était humide et une énorme larme avait tellement dilué l'encre par endroits qu'elle était devenue très difficile à lire. Chère Hermione, nous avons perdu. J'ai eu l'autorisation de le ramener à Poudlard. La date de l'exécution sera bientôt fixée. Buck a beaucoup aimé Londres. Je n'oublierai pas toute l'aide que tu m'as apportée. Hagrid. Ils ne peuvent quand même pas faire ça, dit Harry. C'est impossible. Buck n'est pas dangereux. Le père de Malfoy a intimidé les membres de la commission, dit Hermione en s'essuyant les yeux. Tu sais comment il est. Il y a toute une bande de vieux gâteux là-dedans, et ils ont eu peur. Il va y avoir un appel, bien sûr. Il y en a toujours un, mais je ne vois aucun espoir. Rien n'aura changé d'ici là. Si, ça va changer, dit Ron d'un air féroce. Cette fois, tu n'auras pas à faire le travail toute seule, Hermione. Je vais t'aider. Oh, Ron. Hermione lui sauta au cou et fondit en larmes. Ron, l'air terrifié, lui tapota maladroitement la tête et Hermione finit par desserrer son étreinte. Ron, je suis vraiment désolée pour Groudard, sanglota-t-elle. Alors oui, je m'excuse, j'ai tendance à écorcher certains noms, notamment celui de Ron. Au lieu de Ron, je devrais dire Ron. Mais j'ai lu le livre quand j'étais petite, les films n'existaient pas encore, donc je ne connaissais pas la consonance des mots, la consonance des noms. Et j'ai grandi avec cette mauvaise habitude de dire Ron à la place de Ron. Ce qui fait que maintenant, quand je lis les livres, je n'arrive pas à avoir la bonne prononciation. J'ai tendance à tout le temps dire Ron. C'est pareil pour Malfoy, c'est pareil pour plein d'autres personnages qui prennent très très cher. Je suis désolée. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop que j'écorche leur nom. Et oui, en effet, je suis en train de lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans la version Mina Lima. Oh, de toute façon, il était vieux, répondit Ron, visiblement soulagé qu'elle l'ait enfin lâché. Il ne servait pas à grand-chose. Maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que mes parents vont m'acheter un hibou. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci électrique. Non, c'est pas. Les mesures de sécurité imposées aux élèves depuis la seconde intrusion de Blake interdisaient à Harry, Ron et Hermione de rendre visite à Hagrid en fin de journée. La seule possibilité excusez-moi, mais il y a un truc qui va pas, je sais pas ce qui se passe, j'ai des interférences. La seule possibilité qu'il avait de lui parler, et c'était pendant les cours de soins aux créatures magiques.
marchait devant eux, accompagné de Crabbe et de Goyle, en se retournant de temps à autre avec un sourire narquois. Il y a un truc qui va pas, je vois que ça commence à clignoter un peu là, je sais pas pourquoi. C'est vraiment terrible, dit tristement Hagrid au pied des marches qui menaient à l'entrée du château. Lucius Malfoy tient cette commission dans le creux de sa main. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de rendre Buck le plus heureux possible pendant le temps qu'il lui reste à vivre. Je lui dois au moins ça. Hagrid tourna les talons et se hâta de regagner sa cabane, le visage enfoui dans son mouchoir. Regarde le pleurnicher. Malfoy, Crabbe et Goyle étaient restés à la porte du château pour écouter leur conversation. Jamais vu un type aussi lamentable, dit Malfoy. Et il est censé être professeur dans cette école. Harry et Ron s'avancèrent vers lui d'un air menaçant, mais Hermione fut la plus rapide. Clac! De toutes ses forces, elle gifla Malfoy, qui vacilla sous le choc. Stupéfaits, Harry, Ron, Crabbe et Goyle regardèrent Hermione lever à nouveau la main. Ne t'avise plus jamais de traiter Hagrid de lamentable, espèce de sale petit bonhomme. Hermione, dit Ron à voix basse, en essayant de lui attraper la main avant qu'elle ne gifle à nouveau Malfoy. Laisse-moi, Ron. Hermione sortit sa baguette magique. Malfoy recula d'un pas, tandis que Crabbe et Goyle le regardaient, décontenancés, attendant ses instructions. Venez, marmonna Malfoy. Un instant plus tard, tous trois avaient disparu dans les sous-sols du château. Hermione, répéta Ron, d'un ton qui mêlait étonnement et admiration. Harry, tu as intérêt à le battre le jour de la finale, lança Hermione d'une voix perçante. Tu as vraiment intérêt, parce que si Serpentard gagne, je ne le supporterai pas. On a un cours de sortilège maintenant, dit Ron, qui continuait de regarder Hermione avec des yeux ronds. On ferait bien d'y aller. Ils montèrent alors l'escalier de marbre en direction de la classe du professeur Flitwick. Vous êtes en retard, dit le professeur d'un ton réprobateur lorsque Harry ouvrit la porte de la salle. Dépêchez-vous d'entrer, sortez vos baguettes magiques. Aujourd'hui, nous étudions les sortilèges d'allégresse. Nous nous sommes déjà regroupés par équipe de 2. Harry et Ron se précipitèrent vers une table du fond et ouvrirent leur sac. Ron regarda derrière lui. Où est passée Hermione s'étonna-t-il. Hermione n'était pas entrée dans la classe, et pourtant, Harry était sûr qu'elle se trouvait à côté de lui lorsqu'il avait ouvert la porte. C'est bizarre, dit-il en regardant Ron d'un air interrogateur. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes. Mais Hermione ne se montra pas. Ça lui aurait fait du bien à elle aussi, un petit sortilège d'allégresse, dit Ron, lorsqu'ils quittèrent la classe pour aller déjeuner. Les sortilèges leur avaient procuré une durable sensation de contentement. Hermione ne se montra pas non plus au déjeuner. Lorsqu'ils eurent terminé leur dessert, les effets des sortilèges d'allégresse se dissipèrent et Harry et Ron commencèrent à s'inquiéter. Tu ne crois pas que Malfoy aurait pu lui faire quelque chose demanda Ron d'un air anxieux. Ils se dépêchèrent de retourner à la tour de Gryffondor, passèrent devant les trolls, donnèrent le mot de passe à la grosse dame, hurluberlu, et se précipitèrent dans la salle commune. Hermione était assise à une table, la tête posée sur un livre ouvert d'arithmancie. Elle était profondément endormie. Ils vinrent s'asseoir à ses côtés, et Harry lui secoua légèrement l'épaule pour la réveiller.
ça se fait qu'on ne t'ait pas vu au cours de sortilège? Quoi? Oh non, s'exclama-t-elle. J'ai oublié d'y aller. Oublié, s'étonna Harry. Mais tu étais avec nous jusqu'à ce qu'on arrive devant la porte. Je n'arrive pas à y croire, gémit Hermione. Le professeur Flitwick devait être furieux contre moi. C'est à cause de Malfoy, il m'a tellement mise en colère que je ne savais plus où j'en étais. Tu sais quoi, Hermione, dit Ron en regardant l'énorme livre d'arithmancie qui lui avait servi d'oreiller. Je crois que tu es surmenée. Tu en fais trop. Non, certainement pas, protesta Hermione en écartant ses cheveux qui lui tombaient devant les yeux. Je me suis simplement trompée, c'est tout. Je vais aller voir le professeur Flitwick et lui dire que je suis désolée. Je vous retrouverai au cours de divination. Hermione les rejoignit 20 minutes plus tard, au pied de l'échelle qui menait à la salle de classe du professeur Trelawney. Elle semblait exaspérée. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu manquer le cours de sortilège d'allégresse. Je suis sûre qu'on va les avoir aux examens. Le professeur Flitwick nous l'avait laissé entendre. Ils montèrent ensemble dans la petite salle étouffante, plongée dans la pénombre. Sur chaque table brillait une boule de cristal remplie d'une fumée blanche. Harry, Ron et Hermione s'assirent ensemble à une table délabrée. Je croyais qu'on ne devait pas faire des boules de cristal avant le prochain trimestre, murmura Ron en jetant un coup d'œil prudent autour de lui pour voir si le professeur Trelawney ne se cachait pas quelque part. Ne t'inquiète pas, ça veut dire qu'on en a fini avec les lignes de la main, répondit Harry. J'en avais assez de la voir s'évanouir à moitié chaque fois qu'elle regardait ma ligne de vie. Bonjour à vous tous, dit la voix familière et mystérieuse du professeur Trelawney, qui émergea de l'ombre, comme à son habitude. Parvati et Lavande frémirent d'excitation, le visage baigné de la lueur laiteuse que projetait leur boule de cristal. J'ai décidé de commencer l'étude de la boule de cristal un peu plus tôt que je ne l'avais prévu, dit le professeur Trelawney, en s'asseyant devant le feu qui brûlait dans la cheminée. Les signes du destin m'ont informé que votre examen de fin d'année portera sur la sphère, et je tiens à ce que vous y soyez bien préparés. Non mais vraiment, les signes du destin l'ont informé. Qui est-ce qui décide du sujet de l'examen? C'est elle. Tu nous parles d'une prédiction, dit Hermione avec un petit rire, sans se soucier de baisser la voix. Il était difficile de savoir si le professeur l'avait entendu, car son visage était dissimulé par la pénombre. Lire l'avenir dans le cristal est un art particulièrement raffiné, poursuivit le professeur Trelawney, comme si de rien n'était. Je ne m'attends pas à ce que vous distinguiez quoi que ce soit lorsque vous plongerez pour la première fois dans les profondeurs infinies de la sphère. Nous allons commencer par détendre notre perception consciente et nos yeux externes. Ron fut pris d'un fou rire et dut s'enfoncer le poing dans la bouche pour ne pas être entendu. Nous permettrons ainsi à notre troisième œil et à notre conscience supérieure de s'ouvrir. Si nous avons de la chance, certains d'entre vous verront peut-être quelque chose avant la fin du cours. La leçon commença. Harry se sentait ridicule à contempler fixement la boule de cristal. Il avait beau essayer de se vider l'esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela était parfaitement stupide. Les fous rires étouffés de Ron ne l'aidaient pas plus que les soupirs exaspérés d'Hermione. « Vous avez vu quelque chose ?» demanda-t-il après un quart d'heure de contemplation silencieuse. « Oui, il y a une trace de brûlure sur cette table, dit Ron. Quelqu'un a dû renverser une bougie. C'est fou ce qu'on perd comme temps ici, souffla Hermione.
chose d'utile à la place. Rattraper mon retard sur les sortilèges d'allégresse, par exemple. Le professeur Trelawney passa à côté d'eux, dans un bruissement d'étoffe. Quelqu'un veut-il que je l'aide à interpréter les messages qui se dessinent dans les ombres de sa boule de cristal, murmura-t-elle, en faisant cliqueter ses bracelets. Pas besoin d'aide, murmura Ron. La signification de tout ça est évidente. Il y aura beaucoup de brouillard cette nuit. Harry et Hermione éclatèrent de rire. Allons, voyons, s'indigna le professeur Trelawney, tandis que toutes les têtes se tournaient vers eux. Parvati et Lavande semblaient scandalisés. Vous troublez les vibrations de la clairvoyance, déclara le professeur. Elle s'approcha de leur table et observa leur boule de cristal. Harry savait déjà ce qui allait se passer. Il y a quelque chose là, murmura le professeur Trelawney, en se penchant sur la boule dont le reflet se dédoubla dans ses immenses lunettes. Quelque chose qui bouge. Qu'est-ce que c'est? Harry était prêt à parier tout ce qu'il possédait, y compris son éclair de feu, qu'il ne s'agissait pas de bonnes nouvelles. Et il avait raison. Mon pauvre garçon, murmura le professeur Trelawney dans un souffle en levant les yeux vers Harry. Il est là, plus clair que jamais. Il s'avance vers vous. Il approche. Le Céni. Ça suffit maintenant, s'exclama Hermione. Vous n'allez pas nous ressortir ce ridicule Sinistros. Le professeur Trelawney tourna vers Hermione, ses yeux immenses. Parvati chuchota quelque chose à l'oreille de Lavande, et toutes deux lancèrent également à Hermione un regard noir. Le professeur Trelawney se redressa, sans cesser d'observer Hermione d'un air furieux. J'ai le regret de vous dire qu'au moment même où vous êtes entrée pour la première fois dans cette classe, ma chère, il m'est apparu avec évidence que vous n'aviez aucun don pour le noble art de la divination. Je dois même vous avouer que je ne me souviens pas d'avoir jamais connu un élève aussi désespérément terre à terre. Il y eut un instant de silence, puis « Très bien », dit soudain Hermione. Elle se leva, rangea son livre et mit son sac sur l'épaule, en manquant de faire tomber Ron de sa chaise. « Très bien », répéta-t-elle, « je laisse tomber, je m'en vais. » À la grande stupéfaction de toute la classe, Hermione s'avança vers la trappe à grande enjambée, l'ouvrit d'un coup de pied et descendit l'échelle. Il fallut un long moment aux élèves pour retrouver leur calme. Le professeur Trelawney semblait avoir oublié le Sinistros. Elle se détourna soudain de la table de Harry et de Ron et resserra son châle autour de ses épaules en respirant bruyamment. « Oh !» s'exclama soudain Lavande en faisant sursauter tout le monde. « Professeur Trelawney, je viens de me souvenir. Vous aviez prévu son départ, n'est-ce pas, professeur? Aux alentours de Pâques, quelqu'un parmi nous va nous quitter à tout jamais. Vous nous aviez prévenu il y a déjà très longtemps, professeur. » Le professeur Trelawney lui adressa un sourire ému. « C'est vrai, ma chérie, dit-elle. Je savais en effet que Miss Granger nous quitterait. Parfois, pourtant, on espère avoir mal interprété les signes. Il arrive que le troisième œil soit un fardeau. » Lavande et Parvati paraissaient bouleversées. Elles poussèrent leur chaise pour faire de la place au professeur Trelawney, en espérant qu'elle allait à présent s'intéresser à leur boule de cristal. « Elle est déchaînée aujourd'hui, Hermione, » murmura Ron impressionné. « Oui, » dit Harry. Il jeta un coup d'œil à la boule de cristal, mais ne distingua rien de précis dans les volutes de fumée qui tournoyaient lentement à l'intérieur. Le professeur Trelawney
pause une fois de plus. Et lui, allait-il le revoir? Avec la finale de Quidditch qui approchait, ce n'était vraiment pas le moment d'avoir un nouvel accident. Les vacances de Pâques ne furent pas particulièrement reposantes. Jamais les élèves de 3e année n'avaient eu autant de devoirs à faire. Neville Londubat était proche de la crise de nerfs et il n'était pas le seul. C'est réussi comme vacances, rugit Seamus Finnegan, un après-midi dans la salle commune. Les examens sont dans une éternité. À quoi il joue? Mais personne ne pouvait se plaindre d'avoir autant de travail qu'Hermione. Même débarrassée de la divination, elle avait davantage de matière à étudier que n'importe qui d'autre. Le soir, elle était généralement la dernière à quitter la salle commune et le lendemain matin, elle arrivait la première à la bibliothèque. Elle avait des cernes aussi grands que ceux de Lupin et semblait toujours sur le point de fondre en larmes. Ron s'occupait de la défense de Buck. Lorsqu'il ne faisait pas ses propres devoirs, il se plongeait dans d'énormes volumes qui avaient pour titre Manuel de psychologie des hippogriffes ou encore Seigneur ou Seigneur, essai sur la brutalité des hippogriffes. Ses recherches l'absorbaient tant qu'il en oubliait même d'être désagréable avec Patron. Harry, lui, devait s'organiser pour faire son travail en fonction des séances d'entraînement de Quidditch, sans parler des interminables discussions tactiques que lui infligeait Dubois. Le match des Gryffondors contre les Serpentards devait avoir lieu le premier samedi après la rentrée de Pâques. Pour l'instant, Serpentard avait 200 points d'avance, ce qui signifiait, comme ne manquait pas de le répéter Dubois, qu'il devait absolument remporter le match en marquant plus de 200 points pour gagner la coupe, ce qui signifiait également que le rôle de Harry serait déterminant dans cette victoire, puisque attraper le vif d'or rapportait 150 points d'un coup. Et donc, tu ne devras attraper le vif d'or que lorsqu'on aura marqué plus de 50 points, ne cessait de répéter Dubois à Harry. Sinon, on gagnera le match, mais on perdra la coupe. Tu as compris, n'est-ce pas? Tu ne devras attraper le vif que... Je le sais, Olivier, hurlait alors Harry. Tous les élèves de Gryffondor ne pensaient plus qu'au match. Leur équipe n'avait pas gagné la coupe depuis le temps où le légendaire Charlie Weasley, un frère de Ron, occupait le poste d'attrapeur. Mais nul, plus que Harry, n'avait le désir de gagner. L'hostilité entre Malfoy et lui n'avait jamais été aussi intense. Malfoy gardait un souvenir cuisant de la boue qu'il avait reçue sur la tête, et il était d'autant plus furieux que Harry avait réussi à se tirer d'affaire sans recevoir de punition. Harry, de son côté, n'avait pas oublié sa tentative de sabotage pendant le match contre Serdaigle, mais c'était surtout à cause de ce qui s'était passé avec Buck qu'il avait la volonté farouche de battre Malfoy devant toute l'école réunie. Jamais on n'avait attendu un match dans une atmosphère aussi pesante. À la fin des vacances de Pâques, la tension entre les deux équipes et entre les deux maisons était à son comble. Des incidents éclataient parfois dans les couloirs et, un jour, un élève de Gryffondor et un autre de Serpentard se retrouvèrent à l'infirmerie avec des poireaux qui leur sortaient des oreilles. Pour Harry, cette situation était particulièrement pénible. Il ne pouvait pas se rendre d'une classe à l'autre sans qu'un Serpentard essaye de lui faire un croche-pied. Dubois avait donné des instructions pour que Harry
cette mission avec enthousiasme, si bien qu'il était devenu impossible à Harry d'arriver à l'heure à ses cours, à cause de la foule bruyante et bavarde qui l'entourait en permanence. Harry était encore plus inquiet pour la sécurité de son éclair de feu que pour la sienne propre, lorsqu'il ne s'en servait pas. Il l'enfermait dans sa valise soigneusement verrouillée et se précipitait dans le dortoir entre les cours pour vérifier qu'il était toujours là. La veille du match, toute activité cessa dans la salle commune des Gryffondors. Même Hermione renonça à ouvrir ses livres. « Je ne peux pas travailler, impossible de me concentrer, dit-elle d'une voix tendue. Il régnait un vacarme infernal. Fred et George Weasley se défoulaient en se montrant plus bruyants et exubérants que jamais. Dans un coin, Olivier Dubois était penché sur une maquette représentant un terrain de Quidditch sur lequel il faisait bouger des petites figurines avec sa baguette magique en marmonnant des paroles incompréhensibles. Angelina, Alicia et Cathy riaient aux plaisanteries de Fred et de George. Quant à Harry, assis près de Ron et d'Hermione, il se tenait à l'écart en essayant de ne pas penser au lendemain, car lorsqu'il lui arrivait de le faire, il avait soudain l'impression d'avoir avalé quelque chose d'énorme qui cherchait par tous les moyens à sortir de son estomac. « Tu seras en pleine forme, lui dit Hermione, rien bien qu'elle eût l'air terrifiée. « Tu as un éclair de feu, dit Ron. « Oui, répondit Harry, l'estomac noué. Ce fut un grand soulagement lorsque Dubois se leva brusquement en criant « Allez l'équipe, tous au lit !» Harry dormit mal cette nuit-là. Tout d'abord, il rêva qu'il avait oublié de se réveiller et que Dubois hurlait « Où étais-tu passé? On a été obligé de prendre Neville pour te remplacer. » Ensuite, il rêva que Malfoy et les autres joueurs de l'équipe des Serpentards arrivaient sur le terrain en chevauchant des dragons ailés. Ils volaient à toute vitesse en essayant d'éviter un jet de flamme craché par le dragon de Malfoy. Et s'apercevait soudain qu'il avait oublié son éclair de feu. Il faisait alors une longue chute qui le réveilla en sursaut. Il lui fallut quelques instants pour réaliser que le match n'avait pas encore eu lieu, qu'il était bien en sécurité dans son lit et que l'équipe des Serpentards n'aurait certainement pas le droit de voler sur des dragons. Harry avait très soif. En essayant de faire le moins de bruit possible, il sortit de son lit et alla se verser un peu d'eau d'une cruche en argent posée devant la fenêtre. Le parc était désert et silencieux. Il n'y avait pas le moindre souffle de vent pour agiter la cime des arbres dans la forêt interdite. Le sol cogneur était immobile et paraissait inoffensif. Apparemment, il ferait un temps idéal pour le match. Harry reposa son gobelet et s'apprêtait à retourner dans son lit lorsqu'il aperçut quelque chose qui attira son attention. Un animal rôdait sur la pelouse, que la lune baignait d'une lueur argentée. Harry se précipita sur sa table de chevet, prit ses lunettes et les mit sur son nez avant de retourner précipitamment devant la fenêtre. Ça ne pouvait pas être le Sinistros, pas maintenant, juste avant le match.
Pouvait-il s'agir d'un présage de mort uniquement destiné à Harry? Ron, chuchota Harry. Ron, réveille-toi. Hein? Viens me dire si tu vois la même chose que moi. Alors vous allez jamais me croire, mais il y a un feu d'artifice juste devant ma fenêtre. Mais vraiment, juste devant ma fenêtre. Ça n'a aucun sens. Et il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Je ne sais pas. Il fait tout noir, Harry, marmonna Ron d'une voix pâteuse. Qu'est-ce qui te prend? Là-bas, regarde. Harry jeta un rapide coup d'œil par la fenêtre. Patin Ron et le chien avaient disparu. Harry grimpa sur le rebord de la fenêtre pour avoir une vue plongeante sur les alentours immédiats du château. Mais il n'était pas là non plus. Où était-il passé? Un ronflement sonore lui indiqua que Ron s'était rendormi. Lorsque Harry et les autres joueurs de Gryffondor entrèrent dans la grande salle le lendemain matin, ils furent accueillis par des acclamations. Harry eut un large sourire en voyant que les élèves de Serre-d'Aigle et de Poufsouffle les applaudissaient aussi. Les Serpentards, en revanche, sifflèrent bruyamment sur leur passage, et Harry remarqua que Malfoy était encore plus pâle que d'habitude. Dubois ne cessa d'encourager ses joueurs à manger alors que lui-même ne touchait à rien. Puis, il les pressa de sortir avant que les autres aient fini, afin d'aller se rendre compte des conditions météorologiques. Lorsqu'ils quittèrent la grande salle, les applaudissements retentirent à nouveau. « Bonne chance !» cria Cho-Chang à Harry, qui se sentit rougir. « Bon, ça va, pratiquement pas de vent. Le soleil est un peu fort, ça pourrait provoquer quelques problèmes de visibilité. Faites attention, le sol est plutôt dur, c'est bien, on aura un meilleur élan au décollage. » Dubois, suivi de son équipe, arpenta le terrain en jetant des regards autour de lui. Enfin, les portes du château s'ouvrirent et les élèves sortirent en masse sur la pelouse. Dans les vestiaires, dit sèchement Dubois. Personne ne prononça un mot pendant qu'ils revêtaient leur robe écarlate. Harry se demanda si les autres aussi avaient l'impression d'avoir mangé quelque chose de très remuant pour leur petit déjeuner. Enfin, Dubois annonça. « Allons-y, c'est l'heure. » Leur entrée sur le terrain déclencha une véritable tempête sonore. Les trois quarts de la foule arboraient des rosettes écarlates et agitaient des drapeaux de même couleur, ornés du lion de Gryffondor. « Allez Gryffondor, la coupe au lion !» lisait-on sur les banderoles. Derrière les buts de Serpentard, en revanche, 200 élèves étaient habillés de vert et le serpent argenté de leur équipe scintillait sur leur drapeau. Le professeur Rogue, assis au premier rang, était également vêtu de vert et souriait d'un air féroce. « Voici l'équipe de Gryffondor !» s'écria Lee Jordan, qui assurait le commentaire du match, comme à l'accoutumée. Potter, Bell, Johnson, Spinett, Weasley et Dubois, reconnus comme la meilleure équipe que Poudlard ait jamais eue depuis un bon nombre d'années. Son commentaire fut accueilli par des huées des supporters de Serpentard. Voici maintenant l'équipe de Serpentard, menée par le capitaine Flint. Il a effectué quelques changements parmi ses joueurs et il semble qu'il ait privilégié la taille par rapport à l'intelligence. Nouvelle huée sur les gradins des Serpentards. Harry, cependant, pensa que Lee n'avait pas tort. Malfoy était de très loin le joueur le moins grand de son équipe. Tous les autres étaient des colosses. Les deux capitaines, vous vous serrez la main, dit Madame Bibine. Flint et Dubois s'approchèrent l'un de l'autre
et se serrèrent la main comme si chacun essayait de briser les phalanges de l'autre. Enfourchez vos balais, dit Madame Bibine. 3, 2, 1. Son coup de sifflet fut noyé par les cris de la foule, qui saluèrent l'envolée des 14 joueurs. Harry sentit le vent s'engouffrer dans ses cheveux, et le plaisir qu'il éprouvait à voler dissipa son trac. Il jeta un regard autour de lui, vit Malfoy qui le suivait de près, et accéléra brutalement en quête du vif d'or. Gryffondor à l'attaque, annonça Lee Jordan. Alicia Spinnet, en possession du soifle, descend vers les buts de Serpentard. Bravo, Alicia! Ah, non! Le soifle est intercepté par Warrington de l'équipe de Serpentard. Et flanc, George Weasley dévie un cognard sur Warrington, qui lâche le soifle, récupéré par Johnson. Gryffondor de nouveau à l'attaque. Vas-y, Angelina. Attention, Angelina, un cognard. Et elle marque 10-0 en faveur de Gryffondor. Angelina leva le poing en signe de victoire sous les cris enthousiastes des supporters de Gryffondor. Aïe! Angelina faillit être jetée à bas de son balai par Marcus Flint, qui venait de la heurter de plein fouet. Désolé, dit Flint, tandis que des huées montaient de la foule. Désolé, je ne l'ai pas vu. Un instant plus tard, Fred Weasley donna un coup de batte à l'arrière du crâne de Flint, qui s'écrasa le nez contre le manche de son balai et se mit à saigner. Ça suffit comme ça, s'écria Madame Bibine, qui vint se placer entre eux sur son balai. Un pénalty en faveur de Gryffondor pour attaque injustifiée envers un de leurs poursuiveurs, et un pénalty en faveur de Serpentard pour coup de batte délibéré à l'un de leurs poursuiveurs. Arrêtez, madame, s'exclama Fred. Mais Madame Bibine avait déjà donné son coup de sifflet, et ce fut Alicia qui tira le pénalty. Vas-y, Alicia, hurla Lee dans le silence qui s'était soudain abattu sur le stade. Bravo, elle a marqué 20-0 en faveur de Gryffondor. Harry prit un virage serré pour regarder Flint, qui saignait toujours, tirer le pénalty en faveur de Serpentard. Dubois, les mâchoires serrées, défendait ses buts. Dubois est un excellent gardien, commenta Lee Jordan, tandis que Flint attendait le coup de sifflet de Madame Bibine. Vraiment excellent, poursuivit Jordan. Très difficile de marquer avec lui. Très difficile. Oui, incroyable. Il a réussi à bloquer. Soulagé, Harry repartit à la recherche du vif d'or, sans cesser d'écouter attentivement le commentaire de Lee Jordan. Il était vital qu'il tienne Malfoy à bonne distance du vif d'or, jusqu'à ce que Gryffondor obtienne une avance de plus de 50 points. Gryffondor à l'attaque. Non, Serpentard à l'attaque. Non, Gryffondor avec Katie Bell en possession du soifle. Elle file vers les buts. Oh, ils l'ont fait exprès. Montag, un poursuiveur de Serpentard, avait coupé la trajectoire de Katie, mais au lieu de s'emparer du soifle, il lui avait attrapé la tête, et Katie avait fait un tonneau en parvenant d'extrême justesse à rester sur son balai, mais elle avait perdu le soifle. Madame Bibine donna un nouveau coup de sifflet et se précipita sur Montag en hurlant. Une minute plus tard, Katie avait marqué un nouveau pénalty contre Serpentard. 30-0, bien fait pour vous, bande de sales tricheurs. Jordan, soyez moins partial dans vos commentaires. Je dis les choses telles qu'elles sont, professeur. Harry se sentit soudain comme électrisé. Il venait d'apercevoir le vif d'or qui scintillait au pied de l'un des buts de Gryffondor. Comme il était trop tôt pour l'attraper. Mais il était trop tôt pour l'attraper. Et si jamais Malfoy le voyait? Feignant une brusque concentration, Harry vira sur place et fonça vers les buts des Serpentards. Son stratagème
stratagème réussi. Malfoy se lança à sa poursuite, convaincu que Harry avait vu le vif d'or dans cette direction. Swoosh! Un cognard venait de siffler aux oreilles de Harry, lancé par Derrick, le gigantesque batteur de Serpentard. Un instant plus tard, zwoosh! Le second cognard frôla le coude de Harry. Paul, l'autre attrapeur de Serpentard, s'approchait à toute vitesse. Harry vit Paul et Derrick foncer en même temps vers lui, leurs battes levées. Au tout dernier moment, il tira sur le manche de son balai, qui monta tout à coup en chandelle, tandis que Paul et Derrick s'écrasaient l'un contre l'autre dans un craquement sinistre. « Ah ah !» s'écria Lee Jordan, qui regardait les batteurs de Serpentard zigzaguer en se tenant la tête. « Pas de chance, les gars. Il faudra vous lever plus tôt que ça pour battre un éclair de feu. » Gryffondor de nouveau à l'attaque. Johnson s'empare du soifle, suivi par Flint. « Mets-lui un doigt dans l'œil, Angelina. »« Non, non, professeur, c'était une simple plaisanterie. »« Aïe !» Flint a repris le soifle. Flint fonce vers les buts de Gryffondor. « Vas-y, Dubois, bloque !» Mais Flint marqua un but. Il y eut une explosion de cris enthousiastes sur les gradins de Serpentard. Et Lee poussa de tels jurons que le professeur McGonagall essaya de lui arracher des mains le porte-voix magique. « Désolé, professeur, dit-il, désolé, ça ne se reproduira plus. » Donc, Gryffondor mène par 30 points à 10 et c'est Gryffondor qui est à l'attaque. Ce match était en train de devenir le plus déloyal que Harry ait jamais joué. Fou de rage que Gryffondor ait si vite pris de l'avance, les joueurs de Serpentard ne reculaient devant aucun moyen pour s'emparer du soifle. Paul frappa Alicia avec sa batte, en assurant qu'il l'avait prise pour un cognard. George Weasley lui donna un coup de coude dans la figure à titre de représailles. Madame Bibine accorda un pénalty à chaque équipe et Dubois, dans un bond spectaculaire, parvint à bloquer le soifle. Le score était à présent de 40 à 10 en faveur de Gryffondor. Le vif d'or avait à nouveau disparu. Malfoy continuait de suivre Harry, qui restait en altitude, scrutant les alentours. Dès que Gryffondor aurait plus de 50 points d'avance, Cathy marqua 50 à 10. Fred et George l'escortèrent, leurs battes levées, au cas où des joueurs de Serpentard auraient voulu se venger d'elle. Paul et Derrick profitèrent de l'absence de Fred et de George pour lancer les cognards en direction de Dubois, qui les reçut en plein dans le ventre et fit un tonneau dans les airs en se cramponnant à son balai, la respiration coupée. Madame Bibine était furieuse. On n'attaque pas le gardien tant que le soifle ne se trouve pas dans la zone de tir, hurla-t-elle à l'adresse de Paul et de Derrick. Un pénalty en faveur de Gryffondor. Et Angelina marqua 60 à 10. Quelques instants plus tard, Fred Weasley envoya un cognard à Warrington en lui faisant sauter le soifle des mains. Alicia s'en empara et marqua un autre but, 70 à 10 pour Gryffondor. Sur les gradins, les supporters de Gryffondor hurlaient à s'en casser la voix. Leur équipe avait 60 points d'avance et si Harry attrapait le vif d'or maintenant, il gagnait la coupe. Harry sentait tous les regards braqués sur lui tandis qu'il faisait le tour du terrain, loin au-dessus des autres joueurs, suivi de près par Malfoy. Et soudain, il le vit. Le vif d'or étincelait à quelques mètres au-dessus de lui. Harry donna une puissante accélération à son balai. Le vent lui sifflait aux oreilles. Il tendit la main, mais tout à coup, l'éclair de feu ralentit. Horrifié, il regarda autour de lui. Malfoy s'était jeté en avant et avait saisi l'extrémité du balai qu'il tirait vers lui. Espèce de... Harry était si furieux qu'il aurait volontiers frappé Malfoy, mais il était hors de portée.
joueurs de Serpentard, y compris le gardien de but, se précipitaient vers Angelina pour lui bloquer la route. Harry changea de cap. Il se pencha en avant, allongé sur le manche de son éclair de feu, et le lança à fond, fonçant comme un boulet de canon sur les Serpentards. Harg! En voyant l'éclair de feu fondre sur eux, les Serpentards se dispersèrent comme une volée de moineaux. La voie était libre pour Angelina. Elle marque! Elle marque! Gryffondor mène par 80 points à 20. Harry, qui avait failli s'écraser contre les gradins, parvint à s'arrêter de justesse dans les airs, puis fit demi-tour et fila à nouveau vers le milieu du terrain. Son cœur faillit alors s'arrêter de battre. Il vit Malfoy, l'air triomphant, qui fonçait en piqué. À un peu plus d'1 mètre au-dessus du sol, brillait un minuscule point doré. Harry libéra toute la puissance de l'éclair de feu, mais Malfoy lui semblait avoir des kilomètres d'avance. « Vas-y, vas-y, vas-y !» murmurait Harry à son balai. Il gagnait du terrain sur Malfoy. Harry se coucha sur le manche, tandis que Bol lui envoyait un cognard. Il se trouvait juste derrière Malfoy à présent. Puis, il parvint à sa hauteur. Harry se jeta en avant, lâcha son balai des 2 mains. Il repoussa le bras tendu de Malfoy et... Ouais! Le poing en l'air, Harry remonta en chandelle. Un tonnerre d'exclamations explosa dans le stade. Harry s'éleva au-dessus de la foule des spectateurs et sentit ses oreilles tinter étrangement. Il tenait bien serré dans son poing la petite balle d'or qui battait vainement des ailes contre ses doigts. Dubois se précipita sur lui, ruisselant de larmes, le prit par le cou et sanglota contre son épaule. Harry sentit 2 grandes secousses. Fred et George venaient de les rejoindre. Puis, il entendit les voix d'Angelina, d'Alicia et de Katie qui criaient « On a gagné la coupe! On a gagné la coupe !» Les bras enchevêtrés dans leur étreinte, les joueurs de Gryffondor se laissèrent descendre vers le sol en hurlant à pleine haleine. Des vagues successives de supporters vêtus de robes écarlates submergèrent les barrières et envahirent le terrain. Harry, dans un état second, sentait des corps qui se pressaient contre le sien dans un vacarme grandissant. Puis, tous les joueurs de l'équipe furent hissés sur les épaules de la foule. Projetés dans la clarté du soleil, Harry vit Hagrid, les vêtements parsemés de rosettes écarlates. « Tu les as battus, Harry. Tu les as battus. Quand je raconterai ça à Buck. » Oubliant toute dignité, Percy sautait sur place comme un démon. Le professeur McGonagall pleurait à chaudes larmes, s'essuyant les yeux avec un grand chapeau